C'est à Pittsburgh qu'Andrei Warhola, le père d'Andy Warhol, s'installe en 1912. Il est rejoint quelques années plus tard par sa femme, Julia, tout juste débarquée de sa Slovaquie natale. Ils sont ici pour trouver du travail, attirés par les promesses de cette terre de liberté. Capitale du charbon et de l'acier, Pittsburgh et ses cheminées forment un paysage industriel imposant, d'une urbanité hyper moderne, presque effrayante. Une ville en expansion constante, symbole d'un pays employé à bâtir le siècle à venir. Pittsburgh était connu comme une ville industrielle. L'acier, c'était très important ici. Les usines fonctionnaient 7 jours sur 7, 365 jours par an. Elles ne s'arrêtaient jamais. C'était très impressionnant, ces flammes, cette fumée qui sortait des cheminées. Pittsburgh, c'est la ville des très grands écarts. Il y a d'un côté les Frick, les Mellon, les Carnegie, c'est-à-dire les très grandes familles américaines qui ont pour partie construit matériellement les États-Unis, enfin la côte est américaine, et de l'autre côté, il y a tous les travailleurs. Là où vivait oncle Andy, c'était là où vivaient la plupart des travailleurs immigrés. C'était dans le quartier pauvre de la ville. Mais la crise de 1929 enraye les machines. Une par une, les usines ferment. Chez les Warhola, le petit dernier, Andrew, a tout juste 1 an. Alors son père, Andrei, accepte tous les emplois. Dans les mines de charbon, dans les aciéries, sur les chantiers de construction. Il travaille sans repos, acharné. Andrei, le père d'Andy, était un gros travailleur. La moitié du temps, il n'était pas à la maison. Parfois même, il était en déplacement et ne rentrait pas pendant plusieurs jours. C'était comme ça qu'il était, accro au travail. Quand il rentrait chez lui, il était épuisé, il s'écroulait littéralement sur son lit. Et quand il se levait, c'était reparti. Tout ça, c'était pour sa famille, pour survivre. Vous savez, mon grand-père n'avait aucun passe-temps, c'était pas du genre à jouer au golf. Son seul plaisir, c'était sa famille. Pour les parents d'Andy, la réponse à cette misère matérielle est spirituelle, dans le respect de leur tradition religieuse. Tous les dimanches, le petit garçon accompagne ses parents et ses 2 grands frères dans les rues sans âme de la ville. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il parcourt à pied les 10 kilomètres les séparant de cette église. L'église byzantine catholique Saint-Jean Chrysostome. Ma grand-mère était très religieuse et demandait à ce que tout le monde aille à l'église et fasse ses prières. Ils adhéraient à une croyance très particulière du catholicisme. C'étaient des byzantins catholiques. Sorte d'îlot incongru perdu au milieu de la grisaille de Pittsburgh, l'église marque à vie l'imaginaire esthétique du petit Andy. Quand vous entrez dans l'église, vous êtes émerveillé. Votre regard est attiré par toutes ces magnifiques icônes, par tout cet or, le dôme, les vitraux. Il y a une très belle liturgie byzantine en rutène, chantée par les hommes d'église. C'est si agréable à écouter. Ils utilisent aussi de l'encens. Tout cela doit symboliser les prémices du paradis sur terre. Donc quand vous rentrez dans l'église, vous êtes embrassé par la beauté, avec ses saints autour de vous et ses chants mélodieux. Andy est fasciné par ces images pieuses. Face à lui, au-dessus de l'autel, une représentation de la Seine,
le dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres. On aimait s'imaginer Oncle Andy, petit garçon assis à l'église, regardant les icônes et pensant « Mince, ça serait cool si on pouvait mettre Shirley Temple ou Marilyn là-haut. » 30 ans plus tard, Andrew Warola, devenu Andy Warhol, imaginera, en repensant à ses icônes religieuses, sa toile la plus célèbre, The Gold Marilyn. L'actrice y est immortalisée telle une sainte sur fond d'or, les traits simplifiés par des aplats de couleurs. En 1934, Andrei, son père, trouve enfin un emploi fixe. La situation des Warola s'améliore. Ils peuvent alors emménager dans cette maison, à 2 pas de leur église. Une maison qui va devenir pour Andy une bulle protectrice face au monde extérieur. Andrew Warola est un enfant un petit peu spécial, très différent de ses 2 frères aînés, qui sont robustes, qui jouent au foot, qui jouent vraiment bien leur rôle de garçon. Lui, il est né de constitution plutôt fragile. Il est affligé très rapidement d'une maladie nerveuse qu'on appelle la danse de Saint-Guy. Le sujet de cette maladie ne maîtrise tout simplement pas ni ses mouvements, ni sa parole, et donc ne peut rien faire. Cette maladie l'oblige à ne pas aller à l'école pendant assez longtemps et à rester donc, littéralement dans les jupes de sa mère. Et il est ravi, hein, il passe ses journées à dessiner. C'est surtout Julia, ma grand-mère, qui s'est occupée d'Andy, et c'est elle qui lui a appris à dessiner. Je pense que c'est comme ça que tout a commencé. Elle a été sa plus grande influence parce qu'elle avait ce sens artistique unique en elle. Elle avait cette qualité magique. Elle avait l'habitude d'utiliser des boîtes de soupe et du papier mâché pour faire des fleurs. Ensuite, elle allait les vendre en faisant du porte-à-porte dans les quartiers les plus riches. Elle était mélomane, artiste. Elle décorait des œufs, faisait de la couture. Je pense que son talent a rejailli fortement sur Andy. Her talent rubbed off on Andy in a big way. On a installé du coup en deck Andrew Warola au milieu de la pièce à vivre. Et il est devenu un petit peu le roi qui assistait à tout. Voilà, le privilège des grands malades. Cette maladie l'exclut d'une évolution normale de l'enfance à l'adolescence, c'est-à-dire sortir avec des copains, avoir ses premières attractions sexuelles, ses premiers émois amoureux. De tout cela, il était assez retiré. Très tôt, il a eu l'expérience d'être empêché de faire, tout simplement, et donc de regarder, de tout investir dans le regard. C'est une enfance à la fois dure, difficile parce qu'il est malade, parce qu'il est malingre, parce qu'à l'école on se moque de lui, parce que c'est le fils à maman, et en même temps privilégié parce que sa mère l'enveloppe, le protège, le surprotège même. Et donc là on voit se dessiner une timidité terrible, donc qui va apprendre à dominer. Et donc, on peut dire que vraiment que Warhol, c'est quelqu'un d'extraordinairement secret, qui a mis un voile devant lui, qui ne veut pas qu'on sache qui il est. Il y a un lien, effectivement, entre cet épisode de l'enfance, assez déterminant, sans doute, et le rapport distancié qu'il aura toute sa vie avec les choses. Comme si, effectivement, il regardait la vie de l'autre côté d'une vitre.
go over there and play that big game I learned in Little Rock. Come on, gather around me. Girls. 10, 20, 30, 25. À part la maison de ses parents, Andy n'a qu'un seul échappatoire face à ce réel qui le perturbe. Le cinéma. Dans les années 30, Hollywood vit son âge d'or. Devant la crise qui s'éternise, les Américains se réfugient en masse dans les salles obscures. À 7 ans, Andrew s'y rend très souvent. Il s'est passionné pour le cinéma, mais comme c'était normal dans les années 30, parce que c'était la période des studios. Et lui, il était fasciné par la petite fiancée de l'Amérique, Charlotte Temple. Il lui envoie un petit mot, et miracle, il reçoit un petit mot de la part de Charlotte Temple. Il l'a montré à tout le monde, il sautait de joie. Véritable fan, il est obsédé par cette petite fille, cet enfant star façonné par les studios, à l'affiche des films les plus populaires. Le cinéma était pour les enfants de sa génération la fenêtre sur le monde. Et dans ce sens-là, Hollywood avait une capacité de faire rêver dont on n'a sans doute pas une idée très claire aujourd'hui. Et c'est évidemment, pour n'importe quel adolescent, de sa condition, surtout, la vision d'un autre monde, quelque chose qu'il n'a jamais vu, qu'il n'avait jamais imaginé, qui tout d'un coup apparaît à l'écran de façon un peu magique. Les parents d'Andy comprennent qu'il n'aura pas le même avenir que ses deux frères qui travaillent déjà. Malgré leurs modestes revenus, ils parviennent, grâce à une bourse, à l'inscrire à des cours de dessin. Andrei, il ne venait pas d'une classe très aisée et n'y connaissait pas grand-chose en art. Mais il savait qu'il y avait quelque chose de spécial avec Oncle Andy et qu'il devait économiser le plus d'argent possible pour lui payer la fac. Et il allait plus loin encore, il disait « Vous serez fiers de lui un jour ». Un autoportrait qu'il intitule « La femme m'a donné un visage, mais je peux me curer le nez ». Ses professeurs sont divisés. Il est même à deux doigts de se faire renvoyer. Mais Andrew s'applique et en 1949, obtient finalement son diplôme. À 21 ans, même s'il est inquiet de quitter sa mère, il comprend que s'il veut vivre de ses dessins, il doit partir. Direction la nouvelle capitale de l'art et de l'avant-garde, New York. Grâce à l'acier de Pittsburgh, la ville a vu pousser les plus hauts gratte-ciel du monde, comme l'Empire State Building. Charlie Parker ou Miles Davis jouent dans les clubs de jazz de la ville. Et Jackson Pollock, avec son expressionnisme abstrait, règne sur l'art contemporain. C'est aussi le berceau des écrivains de la Beat Generation, Jack Kerouac ou William Burroughs. Sur Times Square, Andy se retrouve devant les façades flashy des cinémas. À l'affiche, les plus grandes stars, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor ou Marlon Brando. Avec seulement $200 en poche, Warhol s'installe à Manhattan.
Il vit dans un petit studio avec un ami, le futur grand peintre Philippe Perlstein. Les deux vont à New York et vont donc vivre une petite période de bohème artistique. Ils vont passer de colocation en colocation dans un downtown new-yorkais qui n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Tous ces quartiers du bas Manhattan sont des quartiers miteux, mités, pleins de cafards, pas du tout confortables, grouillants de jeunes gens tentant leur chance, mais tout le monde ne va pas réussir. Il va courir les rédactions de magazines de mode avec un carton de dessin. Il séduit immédiatement par son mélange d'élégance, parce qu'il y a de l'élégance, par son mélange de garçon un peu dégingandé, fin fluet. Il séduit donc les rédactrices en chef de Vogue, de Harper's Bazaar, des grands magazines en vogue de l'époque, notamment celle de Glamour qui lui commande tout de suite une série de dessins et il fait mouche. Dès son arrivée, Andy obtient une première commande du magazine Glamour pour une série d'articles titrés « What is Success ?» Il livre des croquis de femmes un peu fantasques. Ses dessins font sensation et les contrats publicitaires s'enchaînent. Les magasins les plus huppés de New York font appel à lui pour décorer leurs vitrines. C'est à cette époque qu'il abandonne la dernière lettre de son nom et signe maintenant ses créations Andy Warhol, un nom beaucoup plus américain. Il est maintenant un jeune graphiste à succès, quand un jour, sans se douter de quoi que ce soit, il voit sa mère, Julia, arriver chez lui. Elle est arrivée en 1952 à New York, 2 ans après lui. Elle était déterminée, elle voulait vivre avec son fils, et il était d'accord avec ça. Elle est restée 20 ans à New York s'occupant de la maison et prenant soin de lui. Et je pense que cela a été un soutien important pour mon oncle tout au long de ces années. Ça lui a donné une sécurité que personne d'autre ne pouvait lui donner. Le matin, oncle Andy et ma grand-mère, qu'on surnommait Baba, faisaient une prière avant qu'ils partent. Dans cette prière, il disait que c'était un monde dangereux et il demandait la protection de Dieu pour qu'Andy revienne sain et sauf à la maison. Étonnamment, au milieu des années 50, Andy met sa mère à contribution pour ses commandes publicitaires. C'est elle qui écrit certains textes accompagnant ses dessins, avec un style sophistiqué, tout en boucle, à la Cocteau. Elle avait cette jolie écriture, très intéressante, celle qu'avait toute personne venant d'Europe de l'Est. Mais pour les gens de New York, c'était étrange, amusant, parce que ça ne ressemblait à rien de ce qu'ils connaissaient. Les directeurs artistiques l'aimaient, tous ses clients l'aimaient, et rapidement, elle faisait des œuvres entières sous le nom de Warhol. Elle a même gagné 2 prix professionnels. Pendant 10 ans, durant les années 50, le travail d'Andy Warhol accompagne l'éclosion de la société de consommation. Bardé de prix, admiré par ses pairs, il est maintenant un homme. En 1960, il achète cette maison, 4 étages, dans le quartier le plus huppé de la ville, l'Upper East Side, près de Central Park. Comme toujours, sa mère le suit pour s'installer au rez-de-chaussée. Andy, lui, se met à peindre. Sa fortune est faite, alors il se permet des projets personnels et commence à refuser les commandes publicitaires. Il crée pour lui, tente des choses.
À l'époque, ses neveux débarquent régulièrement de Pittsburgh pour le voir. Des années plus tard, James Warolla, devenu illustrateur, imaginera cette bande dessinée. Des souvenirs d'enfant de ses visites chez son oncle et de sa découverte des toutes premières œuvres d'Andy Warhol. C'était un espace merveilleux pour les enfants. Et beaucoup de souvenirs viennent de nos visites chez lui, à New York, dans cette maison. On se souvient quand il faisait ses premières boîtes de soupe. Elles ressemblaient plus à de la publicité qu'à de l'art. Mais il les faisait bien. Il peignait tout à la main. On savait qu'il fallait du talent et on aimait le regarder faire. Il commençait à 10 heures du matin. Il était occupé toute la journée à peindre en écoutant de la musique. Un jour, il s'est rendu compte que mon frère et moi, nous étions de bons travailleurs. Et il nous a fait tendre des toiles sur cadre. On était fiers de l'aider à tendre des toiles à la maison. Il était très précis sur la façon dont il voulait qu'on le fasse, et nous en étions capables. J'avais 7 ans et mon frère 9 ans. C'était à l'époque les peintures des nombres, les pas de danse ou les dollars. On l'aidait à tendre ses toiles et c'était exaltant. Les peintures s'entassent dans l'étroite maison. Andy y condense toutes ses influences. Tout ce qui a forgé son regard si lucide sur son époque. Le dollar et la soupe Campbell deviennent des icônes quasi religieuses du quotidien. Ma mère était très directe avec mon oncle. Elle ne pensait pas que c'était de l'art. Elle ne le prenait donc pas très au sérieux. Et elle lui disait « Pourquoi tu ne balances pas tout ça ?» Il répondait toujours « C'est important et un jour, ça vaudra beaucoup d'argent. » C'était un des principes de mon oncle. Tout peut être de l'art, quel que soit le sujet et le médium utilisé. Tout pouvait être de l'art. Je pense que c'était très important pour lui, et cela a donné naissance à ses premières œuvres pop.